Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue aux Assises de transition écologique d'Orléans Métropole. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette quatrième édition des Assises. Nous avons eu déjà 3 ateliers, donc premier atelier, je vais me présenter avant. Donc, excusez-moi, Philippe Labro, donc je suis écologie urbaine. Nous accompagnons Orléans Métropole dans des projets de transition écologique et nous particulièrement dans l'organisation de ces Assises. Donc, nous avons déjà eu 3 ateliers. Le premier atelier, le thème était la ville face au changement climatique à l'érosion de la biodiversité. Ça nous a permis d'explorer le champ des possibles de la ville durable face au changement climatique. Quelles projections, comment agir. Deuxième atelier, c'était les enjeux de la reconstruction de la ville sur elle-même. On a beaucoup parlé d'artificialisation des sols, des artificialisations nettes, de comment développer la ville sans rogner sur les terres agricoles et comment, en fin de compte, reconstruire la ville sur elle-même. L'atelier numéro 3, ça a été la ville facile à vivre, ou comment concevoir des espaces publics de qualité pour les usages. On a eu une présentation d'Ariel Masbounji sur les capitales européennes, voir comment elles vivaient leur espace public, et chacun a trouvé inspiration dans ses témoignages. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces ateliers sur le site http://transitionorléansmétropole.fr qui vous sera présenté tout à l'heure par Julie Tessiot. Alors, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce quatrième et dernier atelier de cette série. Donc, le thème ce soir, ça sera l'intérêt de l'intelligence collective dans les projets urbains ou comment renouveler nos approches grâce à l'intelligence collective pour concevoir le projet urbain. Alors, je voulais vous faire une petite citation avant d'Edgar Morin sur la complexité. Edgar Morin nous dit « Dans la conception de la ville, la modélisation et les chiffres ne peuvent pas tout. Le calcul ne peut pas modéliser la souffrance, le plaisir et la haine. En fait, tout ce qui fait la vie est l'humain. Une fois la modélisation est faite, il faut replacer l'humain au cœur de la réflexion. C'est le propre de la pensée complexe, et complexe qui vient du latin complexus, de tout ce qui est tissé ensemble. On peut dire que la ville est un tissage de choses à faire ensemble et à résoudre ensemble. Donc la résolution de tous ces problèmes complexes pour bâtir la ville viendra de l'intelligence collective, ou comment bâtir en commun un avenir urbain et trouver des solutions pour l'avenir de la ville. Alors, je vais vous présenter nos invités de ce soir. Vous pouvez bien sûr nous questionner par la petite rubrique questions-réponses que vous avez sur l'écran de votre interface. Et on répondra à vos questions en fin de séance. Alors, nos invités aujourd'hui, je suis ravi de retrouver Julie Tessiot, de la Direction de l'Environnement, la prévention des risques à Orléans Métropole. Bonsoir Julie Tessiot. Bonsoir. On va retrouver par la suite Chloé Michel, d'écologie urbaine. Bonsoir Chloé Michel. Bonsoir. Aude Masbounji et Cécile Bélanger de Label Friche, nous parlera d'urbanisme transitoire. Bonsoir Cécile. Et Richard Kaminski, que j'ai vu tout à l'heure, qui est la coopérative Canopée, qui nous parlera d'habitat écologique, de personnes âgées et de système coopératif. Voilà, je suis ravi de vous retrouver tous. Bonsoir Richard Kaminski. Je vais passer la parole pour un mot d'introduction à Julie Tessiot. Julie Tessiot, vous avez la parole. Très bien, merci. Donc, Julie Tessiot, je suis responsable du service environnement développement durable au sein de la direction de l'environnement d'Orléans Métropole. Je voulais commencer déjà par remercier nos différents intervenants ainsi que le Bureau d'études écologie urbaine et citoyenne qui nous accompagne sur l'animation de ce webinaire. Et puis également nos participants qui se sont inscrits pour la session de ce soir. Le webinaire est enregistré comme les précédents. Il sera également mis en replay vous retrouverez les liens sur le site des Assises. Donc, si vous souhaitez le voir ou le revoir, ou si vous n'avez pas pu être disponible ce soir. Je vais vous présenter très rapidement du coup ce que sont les Assises de la transition écologique d'Orléans Métropole, puisque c'est notre quatrième webinaire Ville durable. Donc, si on a certaines personnes qui ont pu suivre l'ensemble du cycle, en effet, je l'avais précisé, je l'avais représenté à chaque temps webinaire. Les Assises, ce sont 4 mois d'échange et de partage. C'est un projet qui est porté par la métropole d'Orléans à destination de l'ensemble des acteurs qui sont présents sur la métropole, que ce soit les habitants, les acteurs du monde économique, les acteurs institutionnels, les associations, etc. Donc, ces 4 mois d'échange se déroulent de janvier à avril 2021. L'objectif, c'est d'avoir un certain nombre d'événements, d'animation pour voir ensemble ce qui fonctionne, voir ensemble quelles peuvent être les solutions concrètes pour réaliser la transition du territoire. Et tout ça autour de 9 thématiques que vous retrouvez à l'écran.
Et donc l'une d'elles est la ville durable, et c'est le sujet des interventions de ce soir. Ces 4 mois d'échange donc font l'objet du calendrier qui s'affiche. On a une première phase dite apprenante pendant laquelle on va échanger et apprendre sur les différents thèmes liés à la transition. L'objectif, c'est qu'en phase de construction, donc sur les mois de mars-avril, on puisse explorer ensemble des solutions sur la base de ces échanges et puis d'autres inspirations, d'autres idées que tous les acteurs du territoire peuvent fournir. On explore des solutions, on construit ensemble et tout cela sera synthétisé pour une restitution en mai, donc pour la réalisation de la transition écologique du territoire. Vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources sur le site transition.orléans-métropole.fr, dont les replays justement des webinaires Ville Durable, ainsi que l'ensemble des ressources dans les boîtes à outils des autres thématiques qui sont présentes au sein des assises. Merci Julie Tessiot. Je vais donner la parole à présent à Chloé Michel dans l'écologie urbaine, qui va nous parler de la participation citoyenne à travers des exemples qui permettent de créer le projet urbain. Chloé. Merci Philippe. Donc, bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'interviens en introduction ce soir sur une présentation un peu générale des atouts de la participation citoyenne au service de projets urbains pérennes et plus appropriés. Donc, simplement pour représenter très rapidement écologie urbaine et citoyenne, on est une agence qui accompagne les collectivités publiques spécialisée donc, dans cette assistance à maîtrise d'ouvrage autour de la transition écologique des territoires et des stratégies d'animation et de concertation pour des projets écologiques et en intelligence collective. Donc, si on s'intéresse à la concertation, déjà en introduction, et je vais passer vite sur le sujet, on a un peu 2 types de concertation, la concertation réglementaire et la concertation volontaire. Donc, il y en a une, en fait, tout simplement, qui est obligatoire, qui est régie soit par le code de l'urbanisme, soit par le code de l'environnement. Donc, c'est du droit et qui impose des types de concertation dans certains cas. Donc, par exemple, quand on va réviser un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, ou un PLU, un plan local d'urbanisme, qui régisse le droit des sols, quand on va avoir des projets d'aménagement de ZAC, de zones d'aménagement concerté, ou des projets qui peuvent avoir un impact environnemental sur le cadre de vie, en renouvellement urbain pour certains quartiers anciens, ou encore dans le cadre d'une évaluation environnementale. Donc le plus souvent, cette forme de concertation réglementaire, elle prend l'apparence de réunions publiques, de registres pour recueillir des avis ou d'enquêtes publiques. Et donc nous, ce soir, on va plutôt s'intéresser à la concertation volontaire, puisqu'elle permet d'aller un peu plus loin et d'avoir une plus grande liberté pour impliquer les citoyens dans le projet. On a différentes échelles de participation qui vont répondre à différents objectifs pour reposer un peu le contexte. On a un enjeu qui peut être d'information et de formation qui est très important. Informer sur le projet à venir ou en cours les riverains, les habitants, les usagers d'un quartier ou d'un territoire. Et également former, puisqu'il s'agit de favoriser la participation en formant sur des sujets qui peuvent être parfois techniques, scientifiques. Et donc, on vient donner une formation pour permettre aux participants de pouvoir justement pouvoir s'exprimer en connaissance du sujet. On a l'échelle de la consultation et de la concertation. Donc, on vient recueillir des avis sur le projet pour nourrir sa réflexion, par exemple en tant qu'urbaniste ou en tant que commune, territoire, sans forcément avoir d'obligation d'intégrer toutes les propositions qui émanent des participants. On a ensuite l'échelle de la co-construction, co-conception. Donc là, on vient vraiment faire avec celles et ceux qui ont l'expertise. Donc cette expertise, elle peut être technique, elle peut être aussi scientifique, politique, mais d'usage également.
puisque les usagers d'un espace ont aussi une excellente connaissance de son fonctionnement et des dysfonctionnements et sont complètement pertinents pour formuler des propositions et faire avancer le projet. Et enfin, on va avoir cette dernière échelle de l'expérimentation ou de l'événement pour faire vivre un lieu, capter l'attention. Et donc ça, je vais moins rentrer dans le détail sur ma présentation puisque la belle friche, en suivant avec Cécile, vous en parlera un peu plus. Ce qui est important, c'est que peu importe le niveau d'implication qui est choisi dans le cadre d'une concertation, il faut clairement exprimer les règles du jeu. Donc, quelles vont être les modalités de restitution et de prise en compte des propositions pour éviter de créer aussi une frustration de la part des participants qui seront venus, par exemple, à des ateliers ou autres et qui ne verront pas leurs propositions apparaître dans le projet. Donc, il faut une certaine transparence sur ces règles-là. Et puis, du coup, toutes ces étapes, toutes ces échelles de participation, voilà, c'est ce qui est marqué sur la slide. Ça permet d'améliorer la communication sur les projets, de favoriser leur compréhension, favoriser l'adéquation aux besoins futurs des usagers et de favoriser cette appropriation, aussi la pérennité dans le temps. On aura forcément une meilleure appropriation d'un projet qui correspond à des besoins exprimés directement par des habitants et donc aussi d'éviter des dégradations potentielles dans le futur. Donc voilà un peu pour l'intro. Ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt de s'intéresser à un retour d'expérience que j'ai choisi. Donc c'est un retour d'expérience qui se passe sur la commune de Talence, au sud de Bordeaux, donc sur la métropole de Bordeaux. Et cette commune a souhaité un document qui pouvait favoriser des aménagements et des constructions sur son territoire qui soient plus respectueux de l'environnement, de l'identité urbaine de ces différents quartiers. Et donc, pour aller aussi un peu plus loin que le PLU métropolitain, donc à Bordeaux Métropole, il s'appelle le PLU 3.1. Donc, ils ont souhaité créer leur document qui s'appelle le Pacte Plume, donc Pacte pour le logement, l'urbanisme, la mobilité, l'environnement de Talence. Si on passe à la slide suivante, on avait comme cible, l'idée c'était d'organiser une réelle co-construction entre des habitants des différents quartiers de la ville de Talence, des professionnels de l'aménagement et de la construction. Donc, on retrouvait des promoteurs, des architectes, des paysagistes, des artisans, des lotisseurs, mais aussi des élus et des techniciens de la ville avec le service instruction, par exemple. Et donc, des habitants qui, eux, avaient été tirés au sort sur les listes électorales. Donc, un tirage au sort d'un panel qui a permis d'avoir une bonne représentation des habitants et surtout des différents quartiers de la commune. Donc l'objectif, ça a été de former tout le monde au sujet de l'aménagement durable. Il y a eu vraiment ce temps de formation. Et surtout, ce groupe de participants, habitants et professionnels, a suivi l'ensemble des ateliers. Donc les habitants ont pu se former aux côtés des professionnels, monter en compétences pendant la concertation, s'approprier les sujets et donc être véritablement des forces de proposition au même titre que les professionnels, et aussi venir parfois nuancer les propos des professionnels qui ont leur vision bien à eux souvent. Donc, l'objectif final, c'est ce pacte qui doit être destiné à tous les porteurs de projets talençais, que ce soit les promoteurs et grands constructeurs, comme les individuels qui ont un projet d'extension de maison sur leur parcelle ou autre. Si on passe à la slide suivante, sur la durée et le nombre de rencontres, donc la mission s'est déroulée sur 1 an et a démarré donc par une analyse préalable, des entretiens, une visite de la commune, donc des entretiens avec des acteurs un peu clés, et surtout un séminaire avec les élus au démarrage, l'ensemble des élus de la commune qui a permis de définir un peu les ambitions et la vision pour chacune des formes urbaines de la commune. Donc, on avait le maire, les présidents des conseils communaux, également les services techniques qui étaient présents lors d'un atelier. Donc, ils ont travaillé au même titre que les habitants. Et ils ont permis d'introduire et de poser cette vision. Et ensuite, on a eu un enchaînement d'ateliers avec notre groupe d'habitants et de professionnels
Donc 4 ateliers qui se sont déroulés pour co-construire le contenu du document, donc en partant des ambitions du document, de définir les actions et les niveaux d'exigence concrètement que l'on voulait dans ce document pour l'aménagement durable de la commune. Ensuite aussi, c'est présenter la gouvernance et le suivi de ce document dans le temps, à quelle fréquence il est évalué, mis à jour, par qui, etc. Et ensuite, des ateliers de validation puis d'inauguration du document. Donc là, si vous voyez un peu ma caméra, ce document, il prend la forme d'un livret assez pédagogique et qui peut être distribué à tous les participants assez facilement et qui est illustré avec des schémas et autres pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, on a des restitutions qui sont réalisées là à chaque fin d'atelier avec déjà des participants volontaires qui s'expriment et qui restituent les travaux de leur groupe, et puis ensuite des comptes rendus qui sont réalisés de manière synthétique mais aussi communicante pour pouvoir parler à tout le monde et aussi pouvoir parler. Malheureusement, quand il y a des participants qui ne peuvent pas assister à un atelier, ils peuvent rattraper comme ça les échanges qui se sont passés. Merci. Donc, le pacte aujourd'hui, c'est le fruit direct de l'ensemble des échanges de la co-construction. Il n'y a pas eu de veto de la part des élus ou de la commune sur le contenu du document. C'est une co-construction pure et dure entre les habitants et les professionnels. Et c'est aussi vraiment les retours que l'on a eus, c'est que les participants étaient très satisfaits de retrouver l'ensemble de leurs propositions directement dans le livrable final. Et donc, maintenant qu'on a un peu de recul sur cette mission-là, alors, si tu veux passer à la slide suivante, on voit qu'effectivement, les services d'instruction s'en sont aussi bien saisis. Donc, les services qui gèrent les droits des sols et les permis de construire s'en sont aussi très bien saisis comme outil de négociation auprès des porteurs de projets, pour avoir des jauges un peu plus élevées d'ambition écologique, aussi sur les usages, etc. Actuellement, la commune, ça fait 1 an et demi que le document est en service. Elle souhaite mettre en place une mise à jour du document, comme cela avait été proposé par les participants lors de l'atelier gouvernance, et notamment renforcer le volet sur l'eau dans la ville, donc qui va faire l'objet d'une nouvelle concertation à venir cette année très probablement, pour faire évoluer ce document-là, le mettre à jour et aller toujours plus loin pour l'accompagnement des projets. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Je voulais aussi faire un petit point sur la concertation et la période sanitaire que nous traversons actuellement, puisqu'elle a des conséquences qui ne sont pas anodines. On a effectivement des modes de réunion qui ont été fortement modifiés, une acculturation aux outils numériques qui a été accélérée pour certains d'entre nous, pour la majorité dans le travail, mais après, on n'est pas tous égaux face à cette utilisation des outils numériques. Donc, à nous aussi, professionnels, de réinventer la concertation au regard de cette période-là. Donc, effectivement, le présentiel, c'est toujours mieux parce que ça favorise des échanges informels entre les participants. On a des échanges qui vont plus loin et qui sont plus fluides. Donc, ils peuvent prendre plusieurs formes, des balades en extérieur, des ateliers masqués ou encore, du coup, des ateliers qui se passent en virtuel grâce à de nombreux outils participatifs que l'on sélectionne avec la plus grande facilité d'appréhension pour les participants et qui permettent quand même de maintenir les calendriers de concertation et de pouvoir favoriser les échanges. Et donc, sur la dernière slide, on a aussi des formats hybrides qui se développent. Donc, par exemple, ici, une réunion publique avec une vingtaine de personnes présentes en salle, une dizaine d'intervenants et de techniques.
Cette réunion publique qui est diffusée en live sur le Facebook. Donc là, c'est une maison d'un écoquartier. Et un animateur spécifique qui est dédié à récolter les questions qui sont posées en commentaire sur le live pour pouvoir les poser aux intervenants qui sont présents en salle et d'avoir quand même un échange possible entre les deux types de publics. Merci, merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Moi, j'ai noté des choses qui me paraissent importantes. C'est l'acculturation des personnes, en fait. Pour être dans un groupe de travail collectif comme ça, il faut parler d'égal à égal avec les promoteurs, avec des sachants. Donc, j'ai vu qu'il y avait une acculturation des gens qui était à faire pour qu'ils soient d'égal à égal. Et j'ai une question qui est tout à fait là-dessus, qui dit, en fait, est-ce que ça veut dire qu'il faut anticiper ce temps d'acculturation et comment on évalue l'acculturation minimale à atteindre pour participer au débat? Alors effectivement, c'est un temps qui est assez important. Ça va dépendre beaucoup du sujet qui est traité dans la concertation. On a aussi souvent, par rapport à la transition écologique, parfois des sujets qui peuvent être scientifiques. Donc parfois, nous, ce qu'on préfère réaliser, c'est plutôt des temps introductifs d'ateliers qui vont permettre de présenter une thématique, les sujets, les études qui peuvent exister dessus. On a aussi parfois la réalisation de dossiers participants avec de la documentation qui est distribuée directement à l'ensemble des participants à un atelier. Mais ensuite, cette acculturation, elle se fait aussi beaucoup dans l'échange. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des groupes qui sont mixtes, comme celui de Talence qui présentait des habitants. Mais les habitants, ils ne sont pas que habitants, hein, ils ont aussi la plupart du temps un métier, donc ils sont aussi professionnels. Et ils vont aussi pouvoir apporter leur pierre à l'édifice dans les échanges auprès du public plutôt professionnel, donc là, aménageurs, constructeurs, etc. Et en fait, c'est aussi surtout cet échange qui va permettre à chacun de monter en compétence, de s'approprier les termes techniques, parce que là, je vous ai pas donné plein d'acronymes en tête, mais rien que les SCOT, les PLU, tout le monde n'est pas à l'aise avec ces notions-là, et il y en a vraiment plein d'autres qui existent. Donc, c'est aussi dans la pratique que cette formation se fait. Merci, Chloé, par rapport à ça. On a un petit peu de temps pour une deuxième question. Pour Talence, comment les élus, après, ont pris en main, en fin de compte, ce genre de conseil citoyen, en fin de compte, les résultats de cette participation? Comment ça a été pris en compte dans la décision politique? Alors, les règles du jeu, pour le coup, ont été exprimées dès le départ. Donc, il s'agissait d'une échelle d'implication de co-construction. Donc, l'idée était que l'ensemble des résultats de la concertation formule le livrable. Donc, après chaque atelier, évidemment, les élus avaient connaissance du compte-rendu. Ils ont tout simplement validé chacun des comptes rendus et le contenu qui était produit par le focus group, donc le groupe de participants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est intéressant quand on crée une concertation, c'est que souvent les habitants vont plus loin que les institutions sur les propositions, notamment en termes de transition écologique. Ils ont souvent moins de barrières en fait, à faire des propositions pour aller assez loin sur ces sujets-là. Et donc, les institutions, les décideurs, ensuite, sont agréablement surpris, et nous les premiers également, de la qualité des propositions qui sont formulées. Nous, on est là en tant qu'animateurs aussi pour s'assurer que les propositions ne partent pas non plus dans tous les sens et restent réalistes. Il faut quand même toujours... il y a quand même toujours des budgets qui sont quand même, on dit, le nerf de la guerre, entre guillemets, même si toutes les propositions n'ont pas des coûts indécents, hein, mais parfois, ça peut être le cas. Donc, nous aussi, de veiller à cela. Mais à Talence, en tout cas, l'ensemble des propositions du Focus Group ont été validées et actées dans le livrable tel qu'il a été publié. Et les propositions également liées à la gouvernance de ce document, donc dans sa mise à jour, etc., sont aussi respectées, puisque, je vous le disais,
il va être mis à jour et ce, avec une nouvelle concertation qui va avoir lieu cette année. Merci. Je garde les autres questions pour notre séance de questions-réponses à la table ronde. Je vais laisser la parole à Cécile Bélanger. Bonsoir Cécile, de la Belle Friche, qui va nous parler d'expérience d'urbanisme transitoire. Cécile. Bonsoir, merci Philippe. Alors effectivement, nous, l'objet de notre présentation, c'est de vous exposer un petit peu comment est-ce que l'urbanisme transitoire et l'événementiel peut être un outil au service de la mobilisation citoyenne, mais aussi de la concertation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu comment est-ce que nous, dans nos pratiques, on a évolué d'une activité qui, à la base, était uniquement centrée sur l'urbanisme transitoire vers une complémentarité entre l'urbanisme transitoire et la concertation. Non, c'est bien, tu peux passer la slide. Les premiers constats, c'est pourquoi est-ce que le point de départ, c'est pourquoi est-ce qu'on développe des projets d'urbanisme transitoire. Nous, on travaille principalement au service de maîtrise d'ouvrage publics et privés, et les raisons pour lesquelles on développe un projet d'occupation temporaire, elles peuvent être très diverses. Ça peut être des raisons financières et de rentabilisation de l'exploitation des sites, mais ça peut également être aussi à vocation d'expérimentation. Donc, on reconnaît assez facilement les différents besoins en fonction des maîtrises d'ouvrage publics ou privés. Ça peut également aller à des sujets qui sont plutôt de l'ordre de la communication du projet, de comment est-ce qu'on peut générer de l'attractivité autour d'un site qui est aujourd'hui en friche, qui va demain être en mutation et dans le futur être un nouveau projet. Nous, on a des commandes qui sont extrêmement diverses sur des sujets qui peuvent aller de l'espace public à l'espace en friche et aussi à l'espace bâti. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que principalement, tu peux passer à la slide suivante, c'est que l'urbanisme transitoire, c'est principalement un outil de programmation. C'est un outil de programmation dans le sens où ça permet déjà de tester des choses de manière temporaire ou aussi avec une visée transitoire, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qu'on fait dans la période temporaire et le projet pérenne. C'est un outil de programmation parce qu'on occupe tout simplement des sites avec des usages qui sont bien définis et pour lesquels on a un cahier des charges spécifique. Ces usages, ils sont définis à la fois par les conditions d'occupation du site, qu'elles soient techniques, mais aussi en lien avec le projet futur. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que cet outil de programmation urbaine, en fait, il permettait de dérouler plein d'autres outils que nous, on met en œuvre aujourd'hui dans les projets qu'on réalise avec l'agence, qui permettent notamment de questionner la faisabilité technique du projet pérenne. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est de commencer à concerter la population par le biais de l'événementiel, de la préfiguration et de la communication. Ce qu'on s'est rendu compte finalement dans notre activité, c'est qu'en occupant un site un peu à la manière de la permanence architecturale, en occupant un site avec des usages nouveaux, on arrivait à capter une partie de la population qui pour partie est éloignée des réseaux de concertation habituels et qui ne se sentent pas forcément concernés par des ateliers publics, des grandes réunions, ou comme on le disait tout à l'heure, et la question a été posée, le niveau d'acculturation au projet est vraiment essentiel. Et finalement, quand on parle de sujets urbains, il y a une grande partie de la population qui se sent soit pas concernée ou qui ne trouve pas du tout le temps de venir parce que c'est uniquement de la concertation pour de la concertation. Quand on occupe un site de manière temporaire, on se rend compte que finalement, on développe des usages partagés, des locaux mutualisés, on fait aussi de l'événementiel qui ramène des gens pour une raison qui est celle de l'événementiel et en les détournant un petit peu du sujet initial qui était l'événementiel ou alors venir participer à des activités, s'intéresser à la programmation, on peut les faire s'intéresser au sujet de la programmation urbaine puisque finalement, nous, on est vraiment toujours dans un contexte de mutation et j'ai oublié de le préciser, mais nous, donc, à l'agence, on est de formation architecte et urbaniste et donc on travaille beaucoup sur les questions de renouvellement urbain. Et donc, on n'est pas juste des programmistes où on occupe les sites de manière temporaire et puis après, on plie bagage. On porte vraiment une réflexion sur pourquoi est-ce que ce site va changer, dans quel contexte urbain, social, économique il s'inscrit et donc comment est-ce qu'on peut tirer parti de cette opportunité pour rassembler les habitants autour des sujets de la concertation.
Aujourd'hui, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des outils qui étaient très communs entre l'occupation transitoire et la maîtrise d'usage et la concertation, que ce soit le diagnostic de terrain, qui est forcément indispensable et préalable à toute occupation transitoire, mais aussi à toute démarche de concertation, des sujets de communication, de suivi opérationnel et de mesures d'impact. Il y a des sujets aussi qu'on peut trouver de manière transversale à la fois dans l'occupation transitoire et dans la concertation et la maîtrise d'usage. C'est notamment le sujet de la maison de projet. Je pense à un projet qu'on développe notamment avec Écologie urbaine et citoyenne. C'est une des photos que Chloé a montré tout à l'heure, où on a utilisé la maison de projet comme un lieu, comme une maison de projet augmentée, avec des activités annexes et connexes qui permettaient de faire venir la population dans ce lieu-là et, par le biais de l'attractivité, les faire s'intéresser au sujet du projet urbain. Là, normalement, il devrait y avoir une vidéo. Ce qu'on a souhaité faire, c'est vous présenter un projet en particulier qui est un projet d'assistance à maîtrise d'usage, qui compile vraiment tous les aspects de notre activité, qui sont à la fois l'occupation transitoire et la concertation et la maîtrise d'usage. C'est, pour contextualiser, un projet qui se déroule à Paris, dans le 20e arrondissement, dans un quartier qui est inscrit en QPV, enfin en quartier prioritaire de la ville depuis une dizaine d'années, et qui est inscrit au NPNRU depuis 2014, pour lequel les habitants attendaient énormément des changements justement de ce projet de renouvellement urbain et qui tardaient à voir les effets de leur participation aux précédentes démarches de concertation. Et la ville a fait appel à nous pour justement mettre en place une action d'occupation transitoire qui a vocation à préfigurer les futurs usages dans les espaces publics de ce quartier-là. Je vous laisse regarder la vidéo qui explique assez bien en images le projet. Alors, il faudrait qu'il y ait le... La plaine estivale, c'est une démarche d'assistance à maîtrise d'usage qui utilise plusieurs outils au service de l'implication des habitants dans la fabrique de la ville. Il y a à la fois des animations proposées par les associations locales qui sont mises en place par le biais d'un appel à projet lancé par la ville de Paris, mais il y a aussi toute la mission de coordination que nous on met en œuvre avec Label Friche et Yapluka pour à la fois coordonner ces animations et ces associations, produire des aménagements et réfléchir avec les habitants sur les expérimentations qu'on fait in situ. Donc nous, notre réflexion, ça a été de se dire comment on peut répondre assez rapidement à cette impatience des habitants et donner des signes positifs de transformation du quartier, tout en essayant de travailler une programmation du projet urbain qui soit la plus cohérente en fonction des pratiques sociales et des attentes des habitants. Il y a toute une programmation d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles, ludiques, qui vont s'échelonner tout au long de l'été. Et ça, ce sont donc les associations locales sur lesquelles on s'appuie en faisant venir les habitants qui se réapproprient ce lieu-là, qu'on puisse discuter avec eux du projet urbain et du coup de leurs attentes, de leurs angoisses, de leur colère, mais aussi essayer d'être dans une démarche assez, on va dire, itérative, c'est-à-dire qu'on construise progressivement aussi un certain nombre de la programmation du futur parc qui sera positionné ici. C'est un quartier où il y a beaucoup de logements, donc beaucoup de personnes qui habitent et qui se croisent. Ils sont attachés à cet endroit qui est à la fois dans Paris, mais presque à la périphérie, qui a une identité forte. Les personnes sont contentes d'être là. Il y a des personnes qui habitent le quartier depuis très très longtemps. Nous, en tout cas au Compagnon Médecin, on essaie de les faire participer à un projet de quartier. Donc l'idée, c'est qu'ils construisent, de ne pas laisser ce quartier dépérir pendant la phase de travaux qui va être longue en fait, et qui est une phase compliquée à gérer pour certaines personnes parce qu'ils sont obligés de quitter ce quartier alors qu'ils ne l'ont pas forcément toujours souhaité. Et du coup, on essaye de s'imaginer avec les personnes dans le futur qui fassent le quartier et qui se sentent acteurs de ce quartier qui est en train de changer. Si j'ai un mot pour ce quartier, je dirais qu'il est fatigué. C'est un très bon quartier, mais il y a des bons et des mauvaises choses qui se passent. Oui, j'aime beaucoup ce quartier. Le bon côté, c'est le transport. C'est bien animé, le transport, le commerce, c'est très bien.
prime abord, quand on voit les bâtiments, on se dit, bon, bah, on est dans un quartier, on est dans une cité, etc. Ça craint, et tout ce qui va avec. C'est un quartier qui est très joyeux, où il y a énormément de solidarité entre les gens. Donc, notre priorité, c'était aussi d'essayer, tout au long des années, depuis notre installation, d'accompagner cette rénovation urbaine, mais du côté vraiment terrain et du côté l'imaginaire que se font les gens d'un projet en fait, de rénovation urbaine. Habiter cet espace-là, l'observer et voir comment le faire évoluer pour qu'il soit encore plus utile. Notre mission, elle se termine en 2021 et l'année prochaine, on reviendra pour travailler avec ces mêmes associations et avec ses habitants pour continuer à apporter des améliorations sur le site, comment est-ce qu'on peut continuer à l'aménager. L'objectif, c'est de vraiment créer une structure qui soit support de l'appropriation citoyenne. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'intégrer les habitants à cette phase d'expérimentation urbaine pour pouvoir ancrer des préconisations concrètes qui auront été testées sur le terrain. Voilà, donc ce qui est important de retenir dans ce projet, c'est que là, pour le coup, on fait vraiment de la concertation par la preuve des usages. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier où il y a déjà eu des précédentes démarches de concertation qui ont été organisées. Les habitants avaient du mal à voir les impacts de leurs paroles à une temporalité assez courte qui est la leur finalement, qui est celle de l'espace vécu par les habitants, l'espace-temps vécu par les habitants. Et le fait d'occuper temporairement les sites, ça permet non seulement de leur montrer des preuves de ce changement, mais aussi de se dire que finalement on peut se projeter et on peut généralement mieux se projeter en faisant directement sur le site. C'est un peu toute l'essence de la préfiguration, c'est-à-dire qu'on fait la preuve par l'usage de ce qui fonctionne, de ce dont on a besoin et on met vraiment là, pour le coup, les habitants comme experts de leur territoire puisqu'ils le fabriquent avec nous et avec les élus, avec les équipes de la ville à un instant, à une temporalité assez courte. Donc en ça, nous, on voit l'occupation transitoire non seulement comme outil de mobilisation et de concertation, mais aussi d'outil d'accompagnement de la mutation urbaine. Ça permet d'avoir des actions temporelles qui sont multiples, c'est-à-dire qu'on peut très bien développer une action transitoire sur plusieurs semaines dans les espaces publics, mais sur plusieurs années. C'est aussi des démarches qui sont très itératives. Le fait de produire des démarches sur des temps très longs comme ça d'occupation transitoire, ça permet de co-construire et de laisser le temps aux habitants de faire émerger leurs besoins, de faire émerger des projets locaux aussi. Là, c'est ce qu'on voit dans le projet de la Plaine Estivale, c'est que ça soutient aussi le développement local des associations qui en ont besoin et qui comptent du coup sur ce dispositif pour maintenir leurs actions sur le quartier. Évidemment, ça permet d'inclure les habitants et voilà, participer au développement local, c'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, c'est des démarches... J'ai pas fini. Maintenant, c'est des démarches qui sont assez... bien vu par les pouvoirs politiques. C'est un peu un sujet, l'occupation transitoire dont tous les acteurs ont un petit peu envie de s'emparer. Et puis surtout, l'occupation transitoire a un fort impact social, notamment dans les quartiers en renouvellement urbain. Ça pose notamment la question du changement des pratiques en interne. C'est des projets qui sont généralement assez complexes de par leur gouvernance. Là, pour le cas du projet de la Plaine Estivale, on occupe des terrains sportifs, donc avec des gestionnaires qui ne sont pas du tout habitués des gestionnaires au sein de la ville qui ne sont pas du tout habitués à traiter de sujets urbains, de concertation, de préfiguration. Ça nécessite aussi vraiment un portage politique assez fort pour accompagner ces actions-là. Comme le disait Chloé tout à l'heure, il y a vraiment une question de définir les règles du jeu en amont. C'est-à-dire que là, on est dans l'expérimentation in situ, ça veut dire qu'on est avec les habitants au quotidien. Et donc, il s'agit de tenir les promesses qui ont été engagées. Si on leur dit qu'ils participent au renouvellement de leur quartier, il faut vraiment que ça ait des impacts sur le long terme. Et puis enfin, il y a toute la question de la réplicabilité de la démarche. C'est une question, il s'agit de la ville de Paris, mais c'est une question que la ville de Paris se pose énormément. Et le sujet de l'occupation transitoire et de la concertation au service de ces démarches de renouvellement urbain, c'est des sujets qui sont extrêmement contextualisés, où il y a un vrai temps
d'ancrage dans les sites et dans les quartiers qui sont extrêmement importants. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. C'est très complémentaire avec l'intervention de Chloé, parce qu'en fait, quand on voit que d'un côté, les habitants se retrouvent dans un lieu et vous allez les chercher sur leur lieu. Donc, en fin de compte, la concertation prend de multiples visages. Elle est soit proactive, on se déplace, soit on va à la rencontre des gens pour construire une ville de manière partagée. Merci beaucoup. Donc, on va retrouver Richard Kaminski. Bonsoir, Richard Kaminski. Vous êtes la coopérative Canopée. Vous allez nous parler de co-conception et de co-construction. Je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Donc effectivement, ce projet Canopée est né du travail d'un collectif de personnes qui se connaissaient, pas toutes, mais en tout cas, qui avaient identifié un problème parmi leurs voisins, leurs connaissances, qui était le problème de la difficulté de vivre pour des personnes âgées isolées, parce que c'est bien ce sujet-là qu'on traite, personnes âgées isolées, à partir du moment où elles avaient cessé leur activité professionnelle, donc à partir de 60-65 ans. Et donc, on a travaillé pendant une dizaine de mois sur ce sujet, avec, y compris dans ce groupe, des personnes qui étaient directement concernées par le sujet. C'était pas un groupe exhaustif, mais on avait décidé de le faire sous forme de travail coopératif. Et de ce travail coopératif est née une coopérative, et plus particulièrement une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est, et quelle est la différence avec une coopérative classique. C'est que dans une société coopérative d'intérêt collectif, il y a des collèges. Et donc, vous verrez à la fin la liste des collèges, donc les collèges de bénéficiaires, en particulier donc les résidents, les collèges de partenaires, les salariés, etc. Alors, quel est le sujet que l'on traite? C'est bien next, je disais, c'est bien le sujet des personnes âgées isolées pour qui on souhaite contribuer à empêcher une lente dégradation. On a tous lu, ou je crois presque tous dans ce petit groupe, le bouquin de Laura Adler, le dernier livre de Laura Adler, qui traite un peu de ces sujets-là. Enfin, on l'a lu pendant la période de réflexion. Et on a bien aimé une des formules de Laura Adler, qui était de dire, finalement, la maison de retraite, c'est un peu se mettre en retrait. Et donc, c'est exactement le contraire que nous avons souhaité faire, c'est-à-dire comment on peut réussir à ne pas se mettre en retrait à partir du moment où on a effectivement arrêté sa vie professionnelle, réduit son nombre de contacts sociaux, etc. Donc, la solution que l'on a proposée, qui est une solution qui a évolué et qui continuera certainement à évoluer quand elle sera mise en œuvre, hein, puisque sa mise en œuvre fera apparaître de nouveaux problèmes, de nouveaux besoins, etc. C'est donc une petite cohabitation, c'est-à-dire une cohabitation dans les maisons de petite taille. Alors, maison de petite taille pour 5 personnes, c'est quand même 250 mètres carrés, mais ce sont 5 petits appartements, une partie donc privée et une partie collective, c'est-à-dire toute la vie sociale est collective, avec une gouvernance partagée. Donc les gens sont chez eux, c'est-à-dire que nous considérons que c'est leur nouveau domicile. Et que finalement, on va essayer, comme 85% des personnes en France aujourd'hui, des personnes âgées en France, de rester le plus longtemps possible dans son domicile. Alors on a aussi choisi l'idée une voie qui est celle de la construction neuve. On a essayé d'autres sujets auparavant et on s'est rendu compte que finalement la construction neuve et en plus la construction à faible impact environnemental était une solution qui avait plein d'avantages. Alors, diapositive suivante, merci. Donc, en particulier dans ces avantages, on a tous, il y a aujourd'hui très peu de maisons construites. Alors, ça c'est en train de se développer de plus en plus. Hein. Il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, mais ça c'est quand même pas développé d'une manière très importante. Des maisons utilisant des matériaux naturels, avec des consommations énergétiques très faibles, etc. Donc ça nous paraissait être pour ces personnes une expérience intéressante. Et vous verrez que dans la diapo suivante, c'était aussi une expérience, je veux dire, c'est un sujet important pour les communes. Le bénéfice de ces maisons, donc, comme je l'expliquais, c'était le maintien de l'autonomie.
c'est vraiment le centre de notre objectif. Comment maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Et donc, cette solution de domicile partagé nous paraissait être une solution viable. Alors, en même temps, bon, je pense que tout le monde comprend que le fait que le domicile soit partagé par plusieurs personnes et que le domicile soit complètement adapté à des personnes âgées, y compris en prévoyant ce qui peut se passer au fur et à mesure de la vie, avec les aléas de la vie que l'on connaît pour les personnes âgées, eh bien, ça constitue aussi une sécurité beaucoup plus importante qu'une personne âgée restant seule à domicile. Et puis, bien entendu, comme je le soulignais tout à l'heure, dans une société coopérative d'intérêt collectif, les habitants sont dans la gouvernance de la coopérative. Alors, on peut rentrer un peu dans le détail de ces maisons. Je crois que ça doit être une ou deux diapositives d'après. Voilà. Donc, on est sur des maisons de petite taille. Alors, petite taille, c'est donc 250 mètres carrés, comme je le disais, pour 5 personnes. Alors, pourquoi 5? Parce qu'au-delà de 5, nous estimons qu'on rentre dans une approche beaucoup plus institutionnelle. Hein, ce que j'appelle institution, c'est les maisons de retraite, les résidences seniors, les foyers de logement, etc. Et en dessous de 5, la cohabitation est parfois difficile parce que le niveau des conflits peut effectivement rendre les choses un peu difficiles. Donc à 5 personnes, on pense qu'on peut trouver un équilibre. Voilà, c'est forcément un nombre impair et 5 nous paraissait le bon nombre. Les gens vont se coopter, c'est-à-dire que pendant toute la construction de la maison, une construction ça dure à peu près 10 mois, nous allons faire la promotion de la solution avec l'aide des communes dans lesquelles nous serons installés. Et puis, nous organiserons un certain nombre d'activités qui permettront aux gens de se coopter. Oui, moi, j'ai envie de vivre avec cette personne, ou moi, je n'ai pas envie de vivre avec cette personne, soit parce que ses goûts, sa manière d'être, etc. me plaisent, soit parce qu'au contraire, voilà, je n'ai pas du tout de vivre avec des gens qui font exactement qui ont les mêmes goûts que moi, etc. Donc ça, c'est vraiment un moment important, c'est-à-dire que les gens se sélectionnent. Les gens, ensuite, les habitants organisent eux-mêmes la vie dans la maison, c'est-à-dire que toute la partie vie courante est organisée par eux. Par contre, nous proposons une sorte de package complet qui comprend l'ensemble des coûts de fonctionnement de la maison et même au-delà, puisque au-delà des coûts de fonctionnement habituels, les fluides, l'électricité, etc., bien sûr, on va mutualiser directement Internet, l'assurance, on va installer aussi une mutuelle et il y aura une voiture, probablement électrique, certainement électrique, pour chaque maison, c'est-à-dire une voiture pour 5 personnes. Ça ne veut pas dire qu'on va être loin des centres-villes, au contraire, on va être assez proche des centres-villes, mais on estime que cette voiture nous paraît indispensable, d'autant plus que ça permettra de réduire le nombre de voitures. Si chacun vient avec sa voiture, si on en a une au moins qui est partagée, on réduit aussi les inconvénients de la circulation automobile. L'assistance sera apportée par une conciergerie, donc une conciergerie dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va apporter un certain nombre de services sur demande des personnes, qui va veiller à ce que l'entretien de la maison, les petites pannes, etc., puissent être traités rapidement et qu'on réduise le niveau de dégradation, etc. Et puis, pour l'avenir, nous avons déjà contacté un certain nombre de sociétés d'aide à domicile qui peuvent traiter les problèmes y compris les problèmes les plus importants. Alors, comme je le disais, le processus de mise en relation est important et déjà au cours de ce processus de mise en relation, pendant la construction, on va parler de la nécessité pour les futurs habitants de construire leur propre charte. C'est-à-dire que nous n'interviendrons pas sur le contenu de leur charte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si, en particulier qu'est-ce qu'on fait si les gens sont malades, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça, c'est leur propre décision et par contre, on essaiera d'identifier les domaines dans lesquels ils doivent réfléchir. Bon, ça, c'est pour les aider. En fait, c'est une sorte d'aide à la réflexion. Et in fine, au fur et à mesure, une fois que les grosses œuvres de la maison seront terminées et que les personnes auront été sélectionnées, elles pourront intervenir sur la décoration, la peinture, les aménagements, les petits aménagements qui restent à faire dans une maison, et Dieu sait s'il y en a une grande quantité.
Alors, comme je disais tout à l'heure, une coopérative, donc nous, on a choisi d'avoir 6 collèges. Donc, ce qu'on appelle le collège des producteurs, ce sont donc ceux qui créent le service et qui vont le faire vivre au sein de cette société coopérative. Les partenaires, ce sont des gens qui peuvent contribuer à la vie de la coopérative. Les salariés, donc je parlais là tout à l'heure des concierges, les bénéficiaires, ce sont les résidents, et puis des investisseurs privés, donc on a déjà rencontrés autour de nous et qu'on va chercher à développer aussi, et puis les collectivités locales, donc il y a un collège pour les collectivités locales qui souhaiteraient participer à la vie de la coopérative. Alors on a dans le schéma, en fait, oui, je peux parler de ça. Donc, dès le début, on s'est inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Bien entendu, je pense que l'utilité sociale, elle est assez claire. La partie environnementale, je vous en ai parlé. L'avantage pour le territoire aussi. Entre autres avantages pour un territoire, par exemple, c'est la libération des maisons, alors qui ne vont pas se faire tout de suite. Je pense que les gens ont besoin d'avoir un peu d'expérience, de savoir si ça va marcher, pas marcher. Mais on peut imaginer qu'au bout de quelques mois, non, elles puissent dire, bon, bah, moi, je vends ma maison ou je quitte ma maison définitivement, etc. Et puis, la gouvernance, donc je vous en ai parlé, l'emploi, donc c'est pas, on va pas embaucher des centaines de personnes, bien entendu. Un concierge pour 5 maisons. Notre programme initial sur les 8 années à venir concerne une quinzaine de maisons, pas seulement dans le Loiret, enfin, au démarrage dans le Loiret, mais également dans les départements limitrophes. Alors, on a déjà rencontré aujourd'hui plusieurs collectivités locales et on a déjà aujourd'hui 5 propositions de construction. Alors, reste à trouver maintenant les fonds d'amorçage pour démarrer l'activité. Alors, la coopérative en fait, va jouer le rôle de pilote global d'une structure dans laquelle on va retrouver aussi une société foncière qui va traiter la question immobilière. Et dans cette société foncière, la Caisse des dépôts a manifesté l'intérêt de rentrer pour un pourcentage non négligeable et de telle manière à essayer de construire une sorte de modèle qui pourrait être dupliqué ou répliqué. Que vous dire d'autre? Non, je pense que j'essaierai de répondre à vos questions qui doivent être, à mon avis, assez nombreuses. Voilà. Je crois qu'il restait voilà. Merci de votre attention. Excusez-moi, j'ai mon micro qui était coupé. J'avais une question par rapport en fait, au foncier de vos bâtiments. Comment vous recherchez le foncier? Parce que je pense que l'emplacement est très important pour l'attractivité du projet. Oui. Alors, au démarrage, on était plutôt parti sur rechercher un peu du foncier, un peu comme Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. Et puis, on s'est rendu compte que ça marcherait pas parce qu'aujourd'hui, en particulier dans la région, mais même au-delà de la région du Loiret, la pression foncière est de plus en plus forte. L'épisode Covid que nous vivons a amené de nombreux Parisiens à vouloir s'échapper de la capitale et donc de rentrer dans la recherche de logements et de fonciers dans les régions limitrophes. Donc on est plutôt parti ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait essayer de s'intégrer dans des programmes existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, aujourd'hui, on est engagé sur un programme à Saint-Jean-de-Bray qui comprend déjà quelques maisons et dans lequel, effectivement, on va en faire partie. On va faire partie d'un programme. Alors, ça peut être un programme de mixité sociale. Là, c'est pas le cas sur Saint-Jean-de-Bray, mais ça pourrait être le cas, c'est-à-dire un programme très social dans lequel on va installer une maison comme les nôtres, puisque nous, on n'est pas forcément sur, pas du tout sur les mêmes prix que l'habitat social. Nous, on peut pas, une maison qui est de ce type de construction et avec peu de monde ne peut pas être compétitive en termes social. Par contre, on va toucher des gens qui sont incapables financièrement d'aller dans des résidences ou dans des maisons de retraite ou des EHPAD qui seront effectivement beaucoup plus chères. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre les deux, quoi.
Pour que je comprenne bien, excusez-moi, par rapport au foncier, ça veut dire que si un bailleur quand vous dites je m'insère dans un programme, ça veut dire que vous travaillez avec un bailleur social, il vous mettra un foncier à disposition, ou un aménageur qui vous mettra un foncier, ou une collectivité qui vous met un foncier à disposition. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En l'occurrence, là, c'est une collectivité qui a confié un travail à une société qui a gagné un appel d'offres, et cette société est venue nous proposer de faire une maison à l'intérieur de ce programme. Par exemple, sur le Cher, on a vu plusieurs programmes qui sont aujourd'hui en œuvre, en démarrage pilotés par l'AGLO et l'AGLO de Bourges, et dans lequel on pourrait s'inscrire. Ça me paraît très clair. Ça ne paraît pas clair? Si, ça me paraît clair. Ah bon, tout à fait, tout à fait. Excusez-moi. J'avais une question qui était est-ce que ce type de projet est adapté au milieu rural? Alors, il existe déjà dans les milieux ruraux des projets. Alors, la différence entre notre projet et ce qui peut exister un peu ailleurs, que ce soit dans le rural ou même ou en ville, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on cherche avant tout à ce que les gens conservent leur niveau d'autonomie. Et la grande différence, je pense qu'on a eu, par exemple, il y a un mois à peu près un reportage sur France 2 sur des maisons un peu de ce type-là dans le Nord, mais il y a une gouvernante à demeure, il y a une assistance. C'est-à-dire que les gens, ce n'est pas leur domicile, c'est une mini-maison de retraite. Nous souhaitons que cette maison-là puisse la considérer comme leur domicile, bien sûr, alors, un domicile qui soit complètement adapté à leur âge et à l'évolution de cet âge, en termes de sécurité en particulier, en termes de circulation dans la maison, etc. C'est-à-dire que toutes ces maisons-là sont accessibles PMR, ont toutes les sécurités possibles dans toutes les pièces, y compris dans la seule pièce qui doit être pas comme ça, c'est la pièce qu'on appelle la chambre d'amis, hein, qui est une pièce aussi, une pièce, un mini appartement qui permet à des amis de la famille ou de venir visiter les résidents. On cherche à ce que ce soit un domicile et pas une institution. Et donc pour nous, et de telle manière à ce que les gens conservent cette notion d'autonomie dans tous les actes de la vie. Je ne sais pas si je me... Tout à fait. Une dernière question. Est-ce que ça s'inspire d'un modèle un peu nordique? Il me semble avoir vu ce type de réalisation en Suède ou aux Pays-Bas, enfin, qui avait développé ce type de réalisation, mais c'était sous forme de baux amphithéotiques, ce n'est pas sous forme de propriété. Donc, oui, alors les baux amphithéotiques, effectivement, on a abordé le sujet, mais c'est un peu compliqué. Comment dire, on ne va peut-être pas en parler ici, mais c'est financièrement un peu compliqué dans la mesure où on fait appel à des investisseurs qui, à partir du moment où c'est un bail amphithéotique, je veux dire, la valeur de l'investissement se réduit à néant, à zéro, une fois qu'on arrive à l'échéance, hein, bien entendu. Le Nord, oui, c'est-à-dire qu'on a eu, au cours de cette période de gestation, d'une dizaine de mois, et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, on a eu l'occasion de rencontrer une chercheuse qui est assez connue y compris dans le Loiret, qui s'appelle Anne Laby, et qui a une grosse expérience qui a accumulé beaucoup de documentation et d'informations, d'expérimentation, en particulier sur les pays du Nord, vous avez raison. Par contre, on n'a pas copié spécialement, voilà, je pense qu'on peut avoir l'inspiration, essayer de trouver quelque chose qui nous paraît adapté à la situation des personnes âgées ici et maintenant. Tout à fait, parce qu'en France, on est quand même partisan de la propriété privée, quoi. Donc, on aime bien être propriétaire. Ça fait partie des choses qui ne sont pas les mêmes vécues dans le nord de l'Europe. Oui, certainement. Bon, là, effectivement, on est dans un autre système, mais vous savez, les personnes âgées qui habitent des maisons, on est sur des personnes âgées isolées, hein, et on sait que statistiquement, la plupart du temps, c'est 3/4 des femmes. Et donc, habiter toute seule dans une maison qui est difficile à entretenir, difficile à chauffer, etc., je dirais, ça a un coût. Et puis, c'est aussi un coût au moral de se retrouver seule dans une grande maison alors qu'elle avait été occupée pendant des dizaines d'années. Et donc, pour nous, c'est un peu le public que l'on vise, c'était de leur apporter une solution à la fois simple, qui leur permet d'être dans un nouveau domicile et d'engager un nouveau projet de vie. Merci beaucoup. On reviendra vers vous pour la table ronde après. Je vais laisser la parole à Julie Tessiot pour nous parler du PCAET référentiel d'Orléans Métropole. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous présenter donc, le référentiel Ville durable d'Orléans Métropole, donc, qui est un outil au service des projets urbains menés par la métropole.
et comme vous l'avez dit, qui s'intègre dans le plan climat. J'ai remis quelques chiffres clés du diagnostic du plan climat, hein, puisque ce plan climat fait l'objet d'un diagnostic préalable à l'élaboration du plan d'action. Quelques chiffres clés sur la participation locale au dérèglement climatique du bâtiment, du transport routier, donc de la ville finalement quelque part en elle-même, hein, c'est 80% des émissions directes de gaz à effet de serre. On a aujourd'hui aussi un potentiel de production d'énergie renouvelable qu'on retrouve là aussi dans le diagnostic du plan climat, hein, en grande partie sur de la géothermie ou du solaire. Et puis également, d'autres éléments de diagnostic sont présents dans le plan climat, notamment tout ce qui va toucher à la vulnérabilité au changement climatique du territoire. Donc on a un certain nombre, comme partout, un certain nombre de risques naturels sur le territoire, les inondations, les mouvements de terrain, les tempêtes. Et puis, c'est évidemment l'effet du changement climatique voilà, n'est pas à négliger sur le territoire de la métropole. Et donc, pour toutes ces raisons et pour ces éléments de diagnostic, la métropole avait engagé l'élaboration d'un plan climat qui a donc été approuvé fin 2019, en novembre 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de pouvoir répondre à ces enjeux climat, air, énergie sur le territoire métropolitain. J'avais remis un chiffre, effectivement, aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 90 plans climat élaborés, et il y en a beaucoup plus aussi qui sont en cours d'élaboration, donc c'est voilà, un document qu'on retrouve dans de nombreuses collectivités. Celui de la métropole donc, possède un plan d'action, comme je l'ai dit, approuvé fin 2019 autour de 6 axes stratégiques qui regroupent 33 actions au total. On a un premier axe stratégique autour des bâtiments, notamment sur la performance énergétique des bâtiments. Un second axe stratégique autour de l'énergie, les énergies renouvelables, l'utilisation de produits biosourcés. Un axe également autour de la mobilité. Un autre autour de l'urbanisme, donc c'est l'axe dans lequel s'insère l'action 12 du plan climat déployé le référentiel de la ville durable. Et puis 2 axes donc sur adapter l'organisation de la métropole vers une métropole exemplaire et un axe de mobilisation générale. Donc là, on est sur la mobilisation de toutes les forces vives du territoire et des partenaires socio-économiques. Donc, dans ce plan d'action du plan climat, derrière cette action de la ville durable, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés. Les objectifs liés à la fabrique de la ville, à la construction de la ville, qui sont de favoriser, de faciliter l'aide à la décision politique quand on parle de construction de la ville, de structurer des démarches projets intégrées voilà, avec une vision globale sur les projets urbains, d'avoir un outil aussi qui soit un peu l'interface entre la collectivité, les différents porteurs de projets, les différentes parties prenantes du projet. Et enfin, un outil qui nous permette aussi d'évaluer les projets sur le territoire métropolitain à l'aune des exigences environnementales portées par la métropole. Donc, le référentiel ville durable, cet outil, il a pour objectif de répondre à ces différentes prescriptions. Qu'est-ce que c'est, du coup, plus concrètement, le référentiel ville durable ? Donc, c'est un recueil de bonnes pratiques, de questionnements et d'exigences en matière d'aménagement durable pour répondre aux objectifs du plan climat et faciliter leur déclinaison dans les projets urbains. C'est également un outil pour sensibiliser et accompagner les acteurs de l'aménagement et de la construction dans leurs projets. Donc, un outil de partage, un outil de prise en compte aussi de l'existant pour capitaliser, pour collectivement monter en compétence sur le sujet de la ville durable. Et c'est également un outil de mesure des performances des opérations et d'évaluation des projets urbains. Donc l'objectif est bien de passer les projets urbains au prisme de cet outil pour aller plus loin dans les enjeux de la ville durable. Donc à quoi sert cet outil pour Orléans Métropole ? Évaluer, comme je l'ai dit, donc évaluer où le projet en est au regard du référentiel de la ville durable, évaluer quelles sont les marges de manœuvre aussi pour ce projet, pour intégrer plus fortement les enjeux environnementaux, les enjeux liés au risque, donc toujours dans l'objectif de l'atteinte des objectifs du plan climat. C'est un outil également de management de projet, avec une méthode de travail, avec des échanges avec les acteurs du territoire, pour avoir une logique de projet transversale et collective.
Et enfin, c'est également un outil pour communiquer, comme je l'ai dit, dans une logique d'échange, de montée en compétences, communiquer sur ce qui a été fait, ce qui est fait et ce que l'on pourra faire sur les projets urbains. Ce référentiel, à qui est-ce qu'il s'adresse? Il s'adresse à tous les acteurs de la construction de la ville, à tous les acteurs de l'aménagement, public comme privé. C'est un outil pédagogique pour les porteurs de projets, comme je l'avais expliqué précédemment. On est bien dans une logique aussi de partage et d'échange. Donc, porteurs de projets qui peuvent être des opérateurs, promoteurs, aménageurs, etc. C'est un outil également opérationnel pour permettre l'accompagnement tout au long des projets, quelle que soit la phase d'avancement du projet. Cet outil a vocation de pouvoir s'y adapter. Et donc, on peut être en phase de conception, de programmation, interroger le projet en utilisant l'outil référentiel, et puis revenir plus tard en phase d'usage, par exemple, pour utiliser à nouveau cet outil référentiel. C'est un outil qui reste adaptable et qui peut être utilisé à toutes les phases du projet. Comment est-ce que cet outil a été réalisé? Donc cet outil, c'est un travail qui a été coproduit entre les différentes directions de la métropole. Celle qui porte une partie des politiques environnementales de la métropole, donc on parlait de la mobilité, du cycle de l'eau, des déchets, de l'environnement et des risques, mais également les directions en lien avec la construction de la ville, l'urbanisme par exemple. Cet outil, ces différents échanges ont permis de construire un outil par la hiérarchisation d'objectifs, d'ambitions qui ont été élaborés lors d'ateliers participatifs. Et puis donc cet outil fait l'objet d'un processus de travail itératif avec une phase de test. L'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ces assises, c'est de pouvoir échanger ensemble autour de son fonctionnement, autour de son déploiement sur la métropole. Alors, quelle est quelque part l'origine, je dirais, de cet outil et comment est né un peu son contenu? Le contenu, il est construit sur la base du label Capitale Verte Européenne. Donc, c'est un label européen, comme son nom l'indique, qui est décerné aux villes de plus de 100 000 habitants, qui conduisent des politiques particulièrement ambitieuses en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Et ce label récompense notamment des démarches, là aussi, ambitieuse, mais opérationnelle, concrète dans le domaine de l'aménagement durable. Et c'est un label qui, dans ses critères de sélection, fait intervenir une transversalité importante de thématiques. Donc, c'est ce qui en fait aussi un cadre intéressant pour l'évaluation de la ville et l'intégration des enjeux environnementaux dans les projets urbains. Les critères de ce label ont été du coup déclinés en actions concrètes avec des indicateurs de suivi, toujours dans cette logique d'évaluation, d'utilisation de l'outil et d'évaluation des projets urbains. Et ces indicateurs et actions concrètes donc, sont listés ici sous la forme de 10 engagements pour une métropole durable. Donc, dans ce référentiel Ville durable, on va parler de gestion locale du changement climatique. On va parler également de l'anticipation et de l'adaptation aux risques. On peut parler des mobilités au pluriel, de la nature en ville et de la biodiversité, de la qualité de l'air, de l'environnement acoustique, de la production et de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, de l'éco-innovation et de l'emploi durable et du management de projets. Donc des thématiques qui sont, comme je l'ai dit, très transversales, et qui couvre un large champ des domaines du développement durable. Ce référentiel de la ville durable, du coup, a été décliné en site internet pour découvrir le contenu du référentiel et puis accéder aussi à un centre de ressources qui est en ligne. Alors, pourquoi un site internet? Pour le rendre accessible à tous, que ce soit des porteurs de projets qui vont être plutôt utilisateurs de l'outil d'évaluation du référentiel, ou même aussi vous, ce soir, grand public, que vous soyez là à titre personnel ou même plutôt professionnel. Mais ce référentiel, ce site internet plutôt a pour objectif de fournir un centre de ressources du référentiel, d'expliquer son fonctionnement, et puis de synthétiser également les indicateurs d'évaluation qui sont utilisés dans le cadre de l'utilisation de l'outil référentiel Ville durable.
Donc, on a un visuel du site internet juste en dessous, mais je vous laisserai effectivement vous rendre sur le site si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus. Sachant que sur ce site internet, vous retrouvez, si vous voyez voilà, les 10 engagements dans la petite barre horizontale, une synthèse des indicateurs, donc, comme j'ai dit, pour les évaluations, et puis les solutions qui correspondent à ces 10 engagements. Ces solutions sont présentes sur le site sous forme de fiches qui sont de 3 sortes, qui peuvent être des fiches actions pour développer une action, une méthodologie spécifique sur un projet, qui peuvent être également des fiches retour d'expérience pour s'inspirer de bonnes pratiques et d'actions qui ont fonctionné, qu'elles soient sur le territoire métropolitain ou ailleurs, et également de fiches voies d'innovation. Donc là, voilà, on va être sur des actions qui ont été plus ponctuelles, peut-être encore moins reproduites sur l'aménagement durable. Donc, on a actuellement quasiment une centaine de fiches qui ont été élaborées voilà, par différentes parties prenantes, les directions de la métropole et puis également le pôle DREAM, donc, qui a également contribué sur ces productions de fiches. J'en ai listé quelques exemples, mais je vous laisserai aller voir par vous-même quelles sont les thématiques qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous interpeller sur ces différentes fiches actions. On a par exemple sur le volet mobilité, sécuriser l'espace public par l'art. Sur le volet éco-innovation, la mise en place d'une monnaie locale, comment est-ce qu'on déploie ce type d'action. Un retour d'expérience sur une co-création d'un Fab Lab sur la ville de Cergy-Pontoise. On a par exemple une fiche action sur les bons réflexes à adopter lors d'un projet urbain. Dans le domaine des déchets, on peut avoir une fiche aussi sur la manière d'employer les matériaux issus de la déconstruction dans les projets. Sur le volet eau, quelques fiches retour d'expérience sur la gestion des eaux pluviales sur des ZAC métropolitaines. Et enfin, sur le volet biodiversité, comment est-ce qu'on favorise la continuité écologique dans les milieux urbains. Voilà, donc je vous laisserai découvrir un petit peu l'ensemble du centre de ressources sur ce site internet. Et donc, l'objectif sera aussi de pouvoir en échanger quand on sera sur la deuxième phase des assises, la phase de proposition d'action. Merci beaucoup, Julie Tessiot, pour cette présentation et ces précisions. J'ai quelques questions, mais d'abord, je voudrais réagir par rapport en fait à la transition écologique. Ce qu'on voit dans tous ces témoignages qu'on a eus pendant ces 4 séances, en fait, c'est que la transition, c'est une affaire collective et qu'on ne peut pas la faire tout seul. Et on la fait forcément en groupe et en dynamique de groupe. Donc, la transition écologique se fera ensemble avec les citoyens pour amener une dynamique de changement, pour pouvoir arriver, en fin de compte, à avoir l'adhésion de maximum de personnes. Il ne faut laisser personne au bord de la route pour bien faire cette transition. Et tous les exemples qui nous ont été donnés de la participation, de l'intelligence collective nous montrent en fait qu'on va dans cette voie. J'avais une question, alors je regarde la liste de mes questions, donc pour Chloé certainement. En quoi la concertation, est-ce qu'elle peut retarder le projet? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce que concerter, ça ne veut pas dire bloquer des fois? Alors effectivement, tout n'est pas des ZAD, on est bien d'accord. Mais... c'est une des craintes qu'il peut y avoir, notamment pour les élus ou quoi, qui souhaitent lancer une concertation. Mais en fait, comme tout, quand on a un calendrier de projet, si on intègre la concertation en amont, on n'a aucun souci après pour tenir les délais de concertation. Et encore une fois, il va s'agir aussi de choisir les niveaux d'implication. Effectivement, si on veut une réelle co-construction du programme, du projet, etc., il faut s'y prendre en amont de ce projet. Ensuite, si on est plutôt sur de la consultation pour venir alimenter son projet au fur et à mesure de sa conception, ça peut être plus au fil de l'eau et des interventions ponctuelles, des ateliers ponctuels, des stands participatifs ou autres. Donc, globalement, maintenant, avec la palette d'outils dont on dispose, on trouve toujours le bon outil qui permet de ne pas retarder le calendrier du projet. Mais voilà, c'est vrai qu'il est important d'intégrer la stratégie d'animation et de concertation dans le calendrier opérationnel du projet pour être sûr de ne pas le retarder
et qui plus est, avec le Covid, de disposer des outils nécessaires pour pouvoir maintenir les concertations prévues, même en cas de confinement, et éviter de les reporter également. Merci. J'aurais une question pour Cécile. En fait, on parle beaucoup d'urbanisme transitoire, mais si on peut parler d'urbanisme en fin de compte tactique, c'est quoi l'urbanisme tactique? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de termes qui peuvent bien fonctionner pour l'urbanisme transitoire. En fait, l'occupation transitoire ne nécessite pas, enfin, n'implique pas forcément qu'il y ait un lien entre ce qui va se passer avant et après. L'urbanisme tactique, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut faire des actions ciblées qui vont être justement tactiques pour le projet plus tard. Là, ce qu'on a vu dans le projet de la plaine estivale que j'ai présenté, c'est tactique dans le sens où on fait des aménagements qui vont servir pour la suite de tout le projet et qui vont permettre d'être ancrés de manière pérenne par la suite. D'accord, donc en fait, quand l'urbanisme tactique projette un futur au projet, pas le transitoire. Donc et par contre, on fait réagir les gens sur ce futur et on peut, est-ce que ça sert aussi de challenger le projet futur pour avoir des réflexions, des remarques et puis est-ce que ça peut le modifier éventuellement? Tout à fait, tout à fait. Nous, on a eu des projets dans ce cas de figure-là exactement, où une programmation était définie en amont par une maîtrise d'ouvrage privée et l'occupation temporaire a été l'occasion d'expérimenter des nouveaux usages avec les habitants, ce qui a permis de faire changer le cahier des charges des espaces publics, notamment dans le projet futur. Finalement, l'urbanisme transitoire ou l'urbanisme tactique, c'est un moment d'expérimentation. Et donc, qui dit expérimentation dit forcément qu'il y a une marge de manœuvre qui est laissée à cette expérimentation et qu'il y a quelque part une page blanche qui fait des fois un petit peu peur à la fois aux institutionnels et aux maîtrises d'ouvrage, mais qui est nécessaire, je pense, aujourd'hui, de laisser la place à l'expression et à l'expérimentation justement avec les habitants. Merci beaucoup. Alors, comme autre question, une question pour Richard Kaminski. Est-ce que vous avez un même type d'habitat intergénérationnel? Non, enfin, nous, on n'est pas parti sur ce sujet-là. D'accord. Donc, en fait, non, c'est un habitat bien ciblé sur des générations. Absolument. Mais dans la région d'Orléans, en particulier à Saint-Jean-de-Bray, il y a aussi un gros projet d'habitat intergénérationnel, mais il ne prend pas la forme de maison. Dès lors qu'on est dans l'intergénérationnel, on voit plus souvent des immeubles ou des constructions importantes. Nous, on voulait effectivement que ça reste le domicile des personnes à un moment de leur vie où effectivement la tendance est plutôt soit en restant à domicile quand on est plusieurs, ça pose pas de gros problèmes si la maison est adaptée. Quand on est tout seul, ça pose un problème. Et la maison, pour nous, peut être facilement un nouveau domicile, à condition qu'il n'y ait pas, effectivement, on se limite à 5. Je pense que notre chiffre est important. Tout à fait. Donc, en fait, compte, le 5 est issu d'expériences, de tests ou de ressentis des personnes? L'expérience, c'est ce qu'on va faire. On va bien voir, effectivement, c'est notre hypothèse. Vous savez, dans la science, on a des hypothèses et on essaye de les valider. On va essayer de valider celle-là, mais bien d'autres d'ailleurs. Est-ce que votre premier bâtiment est prévu livrer quand alors? La construction va commencer cette année, là, au printemps. D'accord. On en reparlera ensuite, la prochaine. Voilà, on a un bâtiment qui va être un peu notre démonstrateur, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais bon. Et puis ensuite, deux maisons par an. Là, on a des projets sur le Cher, comme je vous l'ai dit. On a un projet aussi sur Lyon. Alors, le projet sur Lyon, il est un peu plus rural, mais bon, c'est un des actionnaire qui nous pousse à faire ça, donc un des coopérateurs de la SIC. Donc, on va probablement essayer de le faire. On prend rendez-vous donc pour les prochaines assises pour témoigner sur l'habitat réalisé. Oui, non, oui, je pense que ça devrait aller. Parfait, c'est parfait. Une question pour Julie Tessiot. Y aura-t-il un label, en fin de compte, pour les projets qui respectent le référentiel? Un label ville durable. Est-il envisagé pour les projets qui respectent le référentiel? Alors, on n'avait pas forcément envisagé de labellisation à ce stade. Après, comme je l'ai évoqué, l'enjeu aujourd'hui pour nous dans ces assises, c'est de pouvoir, dans la phase de proposition d'action qui va suivre sur mars-avril, de pouvoir échanger autour du fonctionnement du référentiel ville durable et voir ce qu'on peut mettre derrière son utilisation. Donc échanger avec le grand public et puis avec les différents acteurs du territoire qui sont sur le domaine de la fabrique de la ville.
Donc voilà, c'est nous donner une piste Oui, est-ce qu'on ne peut pas mettre en valeur ceux qui respectent? C'est plutôt comme ça que je vois la question, quoi. Comment valoriser ceux qui respectent le référentiel, leur donner un petit bonus, quoi, dans leur connaissance? Il est prévu là aussi de pouvoir communiquer derrière ce référentiel ville durable. C'est aussi l'enjeu du site internet que j'ai présenté tout à l'heure. Mais là encore, ce fonctionnement précis, cette communication, l'engagement qu'on met derrière, ce sont toutes les choses qu'on a à concevoir, à définir dans le parcours de proposition d'action des assises. Parfait. Je crois que j'ai une question pour Chloé Michel. On nous parle, est-ce que les questions financières sont évoquées dans les échanges pendant les concertations? Alors oui, il peut y avoir deux exemples en fait. Le premier qui me vient, c'est celui des budgets participatifs qui se développent quand même de plus en plus. Et donc le fonctionnement en fait très simplement, c'est une collectivité, donc ça peut être à n'importe quelle échelle, une commune, une métropole, une agglo, un département, une région, qui va mettre à disposition une partie de son budget annuel, de son enveloppe budgétaire, à des votes participatifs. Donc en général, il y a deux phases. Une première phase de proposition, donc tout le monde est invité à faire des propositions de projets. Ça peut être des particuliers qui font des propositions, mais aussi des associations ou même des professionnels qui ont des projets pour le territoire. Ensuite, il y a un temps d'analyse de l'ensemble de ces propositions qui sont budgétées. Et enfin, on a un temps de vote. Donc, on peut voter pour l'ensemble des propositions qui nous plaisent, mais qui doivent rentrer dans l'enveloppe budgétaire prédéfinie au départ. Et donc, les propositions qui auront retenu le plus de votes seront réalisées par la collectivité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de rentrer dans le fonctionnement budgétaire et financier d'une collectivité, de réaliser le coût des choses aussi, des projets, et puis de financer tout un tas de projets variables, puisqu'il peut y avoir des petits projets, entre guillemets, comme des très gros projets. Donc, on réalisera un ou deux gros projets, alors qu'avec le même budget, on pourrait réaliser 50 ou 100 petits projets, entre guillemets. Donc ça, c'est assez intéressant pour les citoyens. Et sinon, après, nous, dans nos missions, parfois, on a une transparence totale. Par exemple, sur une concertation qu'on a pu mener à Bordeaux Métropole sur la création du parc des Jalles, Bordeaux Métropole a clairement énoncé que la création de ce parc, donc qui est un parc un peu comme un PNR, un parc naturel régional, mais à l'échelle de la métropole, sur 10 communes, a clairement énoncé que ce parc bénéficierait d'une enveloppe de X millions d'euros par an. Je n'ai plus là le budget exact en tête, mais bon, il apparaît sur les délibérations. Et donc, demandait lors de la concertation aux citoyens, riverains, etc., de formuler des propositions. Et ça permettait de cadrer en disant que voilà, l'ensemble des propositions retenues seraient hiérarchisées aussi au regard de l'enveloppe budgétaire qui était proposée. Donc, en général, on aborde la question financière effectivement. Et de toute façon aussi, un peu ce que je disais, pour cadrer les propositions si elles partent un peu trop loin des fois. Tout à fait. J'ai une question, en fin de compte, sur la concertation. Est-ce qu'à Orléans Métropole, c'est la question qui est posée, la métropole a-t-elle prévu les ateliers de co-construction et d'intelligence collective pour les projets qui sont mis au débat? Pour les projets, c'est-à-dire les projets, je lis la question. Dans les phases de concertation, la métropole a-t-elle prévu les ateliers de co-construction et d'intelligence collective dans les projets de la métropole, je suppose que c'est. D'accord. Alors, je ne sais pas si je saisis bien la question, parce que je sais qu'il y a déjà des projets sur lesquels il y a ce type d'atelier. Donc, je ne sais pas si c'est la question. La question, c'était quand les projets sont dans une phase concertation, la métropole de l'Ain a-t-elle prévu les ateliers de co-construction en intelligence collective pour la concertation? Pour la concertation sur les projets, d'accord. Oui, tout à fait. Je reformule. Pour les concertations sur les projets, la métropole a-t-elle prévu les ateliers de co-construction en intelligence collective?
D'accord. Moi, je fais partie des services, je ne fais pas partie des services de l'urbanisme, donc d'autant plus. Donc, je peux difficilement me positionner sur ce type de… Enfin, pour anticiper, je dirais, des réponses sur ce type de questions. Notre élu, monsieur Valiès, qui est vice-président à l'aménagement durable, à la planification urbaine et à la stratégie foncière, n'a pas pu être présent ce soir. Voilà, donc il vous prie de bien vouloir l'en excuser. Mais là aussi, ça peut faire partie de propositions d'action dans la seconde phase des assises, hein, si effectivement ce type d'atelier parle bien aux citoyens. Si vous avez voilà, des suggestions sur la manière de mener les projets urbains sur la métropole, ça peut totalement faire partie de la seconde phase de proposition des assises. Merci beaucoup pour cette réponse, ça me paraît très clair. Une question de plus, est-ce que, oui, ça c'est pour monsieur Richard Kaminski en fait, est-ce que vous avez la place dans des écoquartiers en fait, compte. Il y a une question qui est là, est-ce que les écoquartiers dans la logique de coopération pourraient-ils accepter ce type d'habitat participatif et coopératif? Dans les écoquartiers, il faut l'intergénérationnel, donc peut-être qu'il y en a, je n'en connais pas spécialement. L'intergénérationnel, moi je ne me prononce pas parce que c'était pas notre sujet. Et je pense que ce n'est pas les mêmes types de solutions. Écoquartier, moi j'ai du mal à savoir exactement ce que c'est, donc voilà, je suis désolé. C'est très vaste, donc je pense que la question reste totalement ouverte, quoi. J'ai plus d'autres questions. Peut-être qu'on peut en arrêter là. On peut s'arrêter là pour ce soir. Je regarde dans la liste des questions. Une question sur la concertation. Est-ce qu'on sent la transition écologique à travers la concertation? Parce qu'on dit souvent, en fin de compte, que la transition écologique ne peut pas se faire sans une dynamique collective. Est-ce que dans les projets de concertation, la transition écologique apparaît à chaque fois comme quelque chose de fondamental dans la prise en compte du projet urbain? Je pense à une question pour Chloé, peut-être, par rapport à ça. Est-ce qu'on sent quand même, depuis que vous faites de la concertation, une évolution de la demande des citoyens vers des projets de transition écologique qui prennent en compte les problématiques carbone, mobilité, ou c'est juste, en fin de compte, un problème d'usage qui ne tient pas compte de la transition écologique? Non, alors effectivement, en fait, les questions écologiques qui maintenant sont quand même la plupart du temps directement intégrées dans les enjeux et dans les propositions des participants. En tout cas, de plus en plus, ça c'est ce qu'on constate. Typiquement, là, sur un projet que l'on mène de revitalisation d'un centre-ville sur une ville moyenne. Donc, on a un groupe d'habitants, d'associations, commerçants qui participent à la co-construction du projet. Les questions d'apaisement des mobilités, de végétalisation, de fraîcheur en ville, ce sont des choses que les participants amènent d'eux-mêmes en fait dans la concertation. Donc ça rejoint un peu ce que je disais en fait. On est souvent très surpris de la qualité des propositions et du niveau d'exigence des citoyens, qui est souvent même qui va plus loin que les propositions des institutions. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, sur la demande de concertation, même de manière générale, on l'a vu là avec les périodes de confinement en 2020 notamment, qui ont un peu surpris tout le monde, donc qui ont retardé forcément des temps de concertation. Les participants étaient frustrés et avaient très envie de participer. Ils étaient preneurs même des rencontres en virtuel ou autres pour pouvoir poursuivre leur expression. Et ça, c'est très rassurant pour nous parce que ça témoigne d'une motivation, d'un intérêt pour les projets urbains et donc de cette demande auquel il faut répondre constamment. Richard Kaminski, par rapport aux attentes, en fin de compte, des personnes avec qui vous collaborez pour construire cet habitat coopératif, est-ce que la transition écologique est une chose qui est prise en compte sur le choix des matériaux, sur… Est-ce que la transition écologique, je veux dire, le choix des matériaux, la qualité environnementale des produits, est quelque chose qui est moteur dans votre projet? Ah oui, je l'ai dit, on a deux axes, hein. On a l'autonomie et la maison écologique.
Et donc, aujourd'hui, on sait faire une maison. Alors, on sait faire une maison aujourd'hui 100% écologique en termes de matériaux naturels, etc., c'est-à-dire avec zéro émission. Mais là, les prix vont aller un peu plus loin. Parce il nous reste, en gros, on est à 99% en matériaux naturels sur une maison comme celle-là. D'accord. C'est un choix que vous avez, c'est une attente qui a été formulée ou c'est un choix que vous avez fait? C'est un choix qu'on a fait nous. D'accord. Et il se trouve que la Caisse des dépôts, qui est la banque de l'État, quelque part, a mis cette condition-là en plus. Mais pour nous, ce n'était pas une condition, puisqu'on l'avait déjà mis sur la table, à cette condition-là pour apporter son aide au sein de la foncière. Très bien. Cécile Bélanger, pour finir ce petit tour de table en fait compte sur la transition écologique, est-ce que dans la concertation que vous menez en contact avec les habitants, on sent un désir d'espace vert, on sent un désir en fin de compte de moins de voitures? Est-ce que ça c'est prégnant dans les questions qu'on vous pose et dans les retours que vous avez? Oui, tout à fait. Alors, c'est des thématiques qui sont effectivement très présentes et qui reviennent très souvent. Après, j'apporterai quand même une nuance en fonction du contexte dans lequel on travaille, notamment quand on travaille dans les quartiers en NPNRU. Il y a des urgences sur la qualité des logements, sur la salubrité et sur la salubrité aussi des espaces publics qui sont plus prégnantes qui sont des préoccupations à plus court terme. Donc même si effectivement c'est une thématique qui est extrêmement transversale sur tous les projets sur lesquels on travaille, et nous on travaille aussi également à comment est-ce qu'on peut acculturer les gens, comme le disait Chloé au début. Maintenant, il y a des contextes dans lesquels c'est pas tout de suite la priorité des gens. Merci beaucoup. Julie Tessiot, je vais conclure par vous. En fait, à la question, pardon, si je peux juste, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions complémentaires à celle sur laquelle vous m'avez interrogé tout à l'heure sur la phase de concertation. Donc, une personne qui nous interroge sur des ateliers en intelligence collective que j'ai mentionné sur la phase de concertation. Alors, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est bien la phase des assises qui est mentionnée. Donc, il y a une phase de proposition d'action, on l'appelait comme ça plutôt, mais voilà, effectivement, une phase très, très participative. Une phase de proposition d'action qui aura lieu sur mars-avril, avec en effet des ateliers d'intelligence collective, mais pour répondre aux questions posées, comment dire, les ateliers font l'objet aussi d'une communication comme cela a été le cas là pour cette phase apprenante. Donc, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de date ou de modalité mise en ligne. Mais voilà, il y aura une communication sur ces différents temps et donc en effet bien des ateliers d'intelligence collective, mais je n'ai pas davantage d'informations pour l'instant à vous donner. D'accord, c'était l'objet de la question tout à l'heure, mais ça vous y répondez parfaitement. Donc en fait, on se retrouvera pour une phase qui est à l'horizon de mars-avril peut-être sur la suite. C'est ça. Où il y aura des ateliers d'intelligence collective qui permettront d'aller plus loin dans le débat et de pouvoir répondre en fin de compte en commun à des questions posées. Tout à fait. Écoutez, je vous laisse peut-être, Julie Tessiot, un petit mot de remerciement de clôturer cette table ronde. Oui, et puis de remerciements aussi, du coup, nos différents intervenants et puis vous-même pour l'animation. Donc, et puis Monsieur Kamiski, Madame Bélanger pour leurs interventions, Chloé et Michel également. Ça a donné un panorama assez large des sujets en lien avec l'intelligence collective. C'est donc effectivement le dernier des 4 webinaires sur ce volet ville durable dans le cadre des assises. Vous pouvez les retrouver donc en replay, donc celui-ci sera mis en replay dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à consulter également les autres axes thématiques des assises, puisqu'il y a aussi parfois des informations qui sont en lien avec ce sujet de la ville durable qui est très transversal. Et puis donc, comme on vient de le dire, rendez-vous en mars-avril pour la seconde phase de co-construction avec des temps en effet en intelligence collective qui seront calés. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre attention et on se retrouve pour les prochains ateliers d'intelligence collective en mars-avril. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.